Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Alors qu'Emmanuel Macron arborait tout fièrement il y a 2 mois, en mai, son plan sur la réindustrialisation, le président de la République annonçait dans le même temps le projet de loi sur l'industrie verte. Et dans le même mois, le chef de l'État a reçu à Versailles les grands patrons internationaux pour développer l'investissement étranger au fameux sommet Choose France. Le projet de loi industrie verte est donc examiné à l'Assemblée depuis ce lundi 17 juillet. Quel est ce plan sur l'industrie verte ? Est-ce enfin la fin de la désindustrialisation qui a détruit des villes et des familles ? Est-ce l'heure enfin de la prise en compte des urgences sociales et environnementales dans notre économie industrielle? Pour en parler, nous recevons Alma Dufour, députée LFI NUPS et chef de file à l'Assemblée nationale sur ces questions. C'est l'entretien d'actu. Bonjour Alma Dufour. Bonjour. Alors Emmanuel Macron puis Bruno Le Maire ont donc présenté le projet de loi Industrie verte il y a 2 mois qui est actuellement examiné par le Parlement. L'objectif affiché est d'être la plus grande puissance industrielle décarbonée d'Europe. On regarde un extrait. Il faut aller plus loin. Et c'est sur ce point que je voulais terminer mon propos en m'appuyant sur le travail qui a été mené, je les en remercie, par Bruno Le Maire et Roland Lescure, les consultations très larges avec plusieurs parlementaires ici présents qui ont travaillé à leur côté, et élus, et entreprises, et entrepreneurs, et salariés et syndicats, pour bâtir le projet de loi Industrie verte. Je vais ici le redire, l'industrie française de 2030, très clairement, elle devra être décarbonée, respectueuse de la biodiversité, numérisée et transformée. Et c'est ce défi, au fond, que nous voulons relever, que nous allons relever. C'est développer une filière bois dans ce sens, une filière ciment qui doit se décarboner, et plus globalement toute la filière construction hors site qui va se déployer, une filière chimie, ça a été très bien dit, qui doit se transformer mais dont on ne peut pas se passer, une filière électronique qui doit elle aussi se renforcer, une filière hydrogène, batterie, capture de carbone qui doit émerger, et en même temps tout ce qu'on a su faire sur la filière santé. Alors on va revenir sur cet extrait avec vous, Alma Dufour, mais je vais d'abord présenter les principales propositions de ce projet de loi. Donc le crédit d'impôt industrie verte dans le but d'attirer l'investissement étranger, miser sur la production de batteries, de pompes à chaleur, d'hydrogène vert, d'éoliennes ou de panneaux solaires, 1 milliard d'euros pour, je cite, dépolluer les friches industrielles pour préparer de futures installations, des subventions à la décarbonation pour les industries existantes à hauteur de 2,3 milliards d'euros de prêts directs ou de garanties par la Banque publique d'investissement BPI France, un plan d'épargne avenir climat qu'on pourrait faire ouvrir à son enfant, et l'épargne, une fois débloquée, doit être affectée à des investissements, je cite, strictement et rigoureusement verts, ou encore la garantie de 9 mois pour accélérer l'installation des industries. Et Bruno Le Maire a affiché fièrement 15 mesures pour verdir le budget de l'État ou conditionner les aides aux entreprises à une trajectoire plus vertueuse. Sans rentrer pour l'instant dans le détail vraiment du projet de loi, Alma Dufour, quelle a été votre première impression à l'annonce de ce projet de loi ? Alors, honnêtement, il faut rappeler quand même que ce projet de loi a été annoncé pour tourner la page des retraites. Donc on y a vu, comme d'habitude, une tentative de communication, de distraction de l'opinion publique, de changer le sujet médiatique. Et on l'a pas vraiment forcément pris si au sérieux que ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Emmanuel Macron nous habitue régulièrement à des grandes annonces qui, en réalité, quand on arrive au moment des projets de loi ou au moment du budget, ne sont pas forcément suivis d'effets. Je vous donne un exemple. Par exemple, il nous avait annoncé donc, sur l'hôpital des mesures de recrutement massif qui sont toujours pas arrivées. Quand vous demandez aux directeurs d'établissements hospitaliers s'ils ont eu des nouvelles, ils vous disent « ah ben non ». C'est pareil pour la relance du rail, les 100 milliards pour relancer les petites lignes, etc., les travaux ferrés. On l'avait déjà en fait eu des annonces en 2019 qui n'ont été suivies d'aucun effet pendant 4 ans. Là, on revient et pareil, on demande à Clément Beaune des précisions, on demande aux régions si elles ont eu des échanges avec l'État sur ce sujet, et tout reste excessivement vague à chaque fois. Donc, vous nous pardonnerez d'être toujours un peu méfiant et sceptique quand le président sort d'une crise et fait des grandes annonces sur un sujet ou un autre, sur l'écologie, sur l'industrie, sur la santé. Ensuite, sur le contenu, parce que maintenant on commence à y voir plus clair puisqu'on a le projet de loi sur la table. Il faut rappeler que les principales mesures qui ont été annoncées, notamment le crédit d'impôt et le verdissement du budget, en fait elles sont dans le budget 2024, donc on les a pas encore. Donc là encore, on ne sait pas exactement l'ampleur des changements qui vont être réalisés, on ne sait pas s'ils vont vraiment oser aller jusqu'à conditionner les aides publiques
contrairement à ce qu'ils ont fait depuis 6 ans, puisqu'ils ont arrosé les grands groupes d'argent public sans jamais y mettre aucune condition, ni sociale, ni environnementale. L'exemple le plus frappant, je vais dire, il y en a 2, c'est Sanofi qui a touché des subventions pour acheter des machines et réinvestir dans un site de production et qui, une semaine après, annonçait des licenciements sur ce même site. Ou évidemment Airbus, qu'on a sauvé pendant la crise, et qui, avec sa filiale KLM, Air France, pardon, qui avec sa filiale KLM, annonçait aussi un plan social et n'a absolument rien annoncé pour verdir suffisamment son bilan carbone. Donc voilà, donc ça c'est des exemples emblématiques, mais c'est la même chose avec toutes les autres grosses entreprises. Et donc, on n'est pas du tout sûr aujourd'hui qu'il y aura un vrai changement de logique. Il faut qu'on attende la rentrée pour y voir clair. Et qu'est-ce que vous pensez de l'extrait où il promet une économie décarbonée, respectueuse de la biodiversité, numérisée et transformée? Alors là, pour le coup, on peut vraiment vous dire ce qui se passe actuellement, parce que ça aurait dû être dans le projet de loi Industrie verte discuté actuellement. Ce qui se passe, c'est que le mot vert, le mot décarbonation et le mot biodiversité sont des façades pour un projet de loi qui, en fait, peut bénéficier à tous les secteurs industriels de façon indiscriminée. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous refusent de définir ce qu'est l'industrie verte, ce qu'est la décarbonation. Ils refusent de dresser des secteurs prioritaires, contrairement à l'extrait d'Emmanuel Macron qui vous dresse une liste de filières à développer, à soutenir, notamment la santé en fin de discours. En fait, dans le projet de loi, il n'y a rien sur les filières. Il y a en fait la seule chose que ça va vraiment changer, c'est la possibilité d'accélérer encore les procédures d'implantation des industries, des usines, mais quel que soit le secteur en réalité, puisque ça va dépendre de décrets qui vont choisir de façon complètement arbitraire quelle usine peut bénéficier de cette procédure d'accélération. Je vous donne un exemple sur mon territoire. Il y a un projet d'extension d'un site de stockage de déchets dangereux. On est le seul site de stockage de déchets dangereux en Normandie, de toute la région. Ça fait déjà 20 ans qu'il aurait dû fermer. Là, on nous propose de le réétendre encore. Et typiquement, vu comment le texte est rédigé, les élus locaux sont contre, mais là, l'État pourrait reprendre la main et décider qu'un site de stockage de déchets dangereux fait partie des sites stratégiques à accélérer dans le cadre de ce projet de loi Industrie verte qui n'a de vert que le nom du coup. Donc en fait, il n'y a aucune priorisation, aucune fixation de filière, aucune stratégie, et ils refusent encore une fois de choisir et même de conditionner ce projet au respect des engagements climatiques dans le secteur de l'industrie. Il n'y a aucune mention de l'accord de Paris, aucune mention des obligations de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur industriel. Donc en fait, c'est encore une fois une très grande opération de greenwashing qui vise à servir les intérêts du privé en général, quoi. On reviendra sur les intérêts du privé juste après. Il dit que pour bâtir ce projet d'industrie verte, il a consulté, il a travaillé avec les syndicats et les parlementaires. Vous êtes parlementaire, est-ce que vous avez vu ce travail? Alors non, pas du tout. Alors ça, c'est toujours la co-construction version Emmanuel Macron, le gouvernement qui met 1149.3 et qui dit qu'on est méchant parce qu'on ne veut pas co-construire avec lui. Non, en réalité, tous les rapporteurs des différents chapitres sont de la majorité. Les discussions ont été quand même très limitées. Le texte était déjà ficelé. Et les 3/4 des amendements qu'on a tenté de déposer pour élargir le champ de discussion, c'est-à-dire sur est-ce que les sites Seveso seuil haut aujourd'hui sont protégés des inondations. Il s'avère que non, les données climatiques montrent que la majorité des sites Seveso seuil haut de France sont en zone inondable désormais. Il n'y a rien là-dessus dans le texte. Est-ce qu'on va davantage avancer sur la protection de la santé des riverains et des travailleurs alors qu'on sait que les pollutions chimiques font des ravages en fait chez les ouvriers? On a vraiment des statistiques très critique, 37% de plus de certains cancers, par exemple en Seine-Maritime, chez moi. Sur Fos-sur-Mer, c'est pareil, 2,5% de chance, fois plus de chances de mourir d'une leucémie aiguë. Enfin voilà, c'est de ça qu'on parle. Il n'y a rien sur la santé, il n'y a rien sur la formation des travailleurs, etc., etc. Et le 3/4 de nos amendements ont été déclarés irrecevables parce que le texte est volontairement étriqué pour que les parlementaires ne puissent pas l'amender et construire des majorités alternatives à celles du gouvernement. Dans les propositions de ce projet et le discours du président, on parle beaucoup de décarboner, vous avez commencé à le dire. Bruno Le Maire en est très enjoué. Il a tweeté d'ailleurs lundi, le projet de loi Industrie verte constitue un tournant pour notre économie car il poursuit une ambition stratégique, l'accélération de la réindustrialisation de la France tout en décarbonant notre économie. Le Monde écrit d'ailleurs que le projet de loi permet de réduire l'empreinte carbone française de 41 millions de tonnes de CO2 à l'horizon 2030, soit 1% des émissions totales. Reporter, nos confrères indépendants, titre « La loi Industrie
verte rate son village écolo, avec un risque qui serait de soutenir des activités neutres en carbone, notamment grâce à la compensation, mais par ailleurs polluantes ou gourmandes en eau, pointe Thomas Outaya-Kumar de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Est-ce que c'est des réserves que vous partagez également ? Totalement. En fait, il y a deux choses. Il y a accélérer les technologies de la transition écologique. Donc, les transports ferrés, les énergies renouvelables, les voitures électriques dans une certaine mesure, l'hydrogène, etc. Ça viendra peut-être dans le projet de loi, le budget de 2024. On verra s'il y aura des crédits d'impôt suffisants. Parce que vu les sommes annoncées, en réalité, pour développer des filières comme ça, c'est même pas vraiment suffisant. Donc il y a un vrai problème aussi de masse financière qui sont prêts à investir. La deuxième chose, c'est que ce projet de loi-là, comme j'ai dit, permet d'accélérer tout type d'implantation industrielle. À partir du moment où le gouvernement décide qu'elle est stratégique. Donc, je vous parlais d'un site de stockage des déchets dangereux. Bon, niveau écologie, on peut quand même se poser la question de l'impact. Mais aussi, par exemple, moi, je sais pas, s'ils décident qu'une usine d'armement, c'est stratégique, qu'une usine Coca-Cola, c'est mieux de l'avoir en France qu'à l'étranger, ça peut être stratégique aussi. En fait, ce projet de loi risque effectivement, en ne se fixant pas de priorité, effectivement, peut-être d'attirer un peu plus d'usines, et encore, on doute qu'ils permettent vraiment de relocaliser, mais de façon indiscriminée, quel que soit l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre final. Et au contraire, il risque même éventuellement d'aggraver le bilan carbone de l'industrie en France, qui stagne en fait depuis des années alors qu'il aurait dû réduire. Et encore une fois, il n'y a aucune conditionnalité à la baisse des émissions, aucun secteur prioritaire. Donc, on ouvre les vannes au tout venant, alors que c'est le moment de prendre un virage écologique. Et donc, c'est assez inquiétant, effectivement, et les ONG ont raison de le dire. Puis au-delà de la question environnementale, il y a aussi la question sociale, parce que même si on attire des entreprises de l'étranger, est-ce qu'elles vont pas faire comme on voit depuis 20 ans, venir, prendre le savoir-faire, et puis prendre les aides publiques et repartir. C'est justement pour rentrer un peu plus dans le projet de loi, l'exécutif, donc on l'a dit, parle beaucoup d'énergie décarbonée, de géopolitique aussi, avec la politique des États-Unis de privilégier leur industrie nationale. Le chef de l'État mise sur une décarbonation des transports et de l'industrie, je le cite, avec comme objectif affiché de prendre la tête de la course des véhicules électriques avec 3 projets de Gigafactory. Il annonce une autonomie de la production des batteries en 2027 et une capacité d'exportation même en 2030. Et le chef de l'État met en avant l'usine de Dunkerque. Même ton sur l'hydrogène ou encore le bois avec des filières qu'il veut sécuriser jusqu'aux amont de la production. D'abord, que penser de ces orientations, miser sur les batteries, faire des grosses usines, les gigafactories, etc. Alors, c'est intéressant parce que, vous savez, j'ai déposé plein d'amendements sur le secteur automobile, justement, qui sont tous irrecevables parce que, en fait, le texte ne parle pas des secteurs, comme je l'ai dit, ne parle pas des filières. Donc, en fait, nous, on n'est pas contre relocaliser la production de batteries en France. Il faut être clair. À un moment donné, on veut que la priorité soit donnée au transport ferré, aux petites lignes de métro, de RER du quotidien, aux mobilités douces. Néanmoins, dans plein de territoires, le temps que ça arrive, va falloir aussi décarboner la mobilité et la voiture individuelle dont on ne pourra pas complètement sortir dans les 30 prochaines années. Et effectivement, la voiture électrique est une technologie plus propre, sous réserve de 2 choses. Déjà, qu'elle soit légère, parce qu'en fait, les analyses de l'ADEME, par exemple, démontrent que plus elle est lourde, plus sa fabrication et l'ensemble de son cycle de vie polluent à un stade, à un moment donné, où en fait, finalement, c'est kiff-kiff que d'avoir une grosse voiture à essence, quoi. Donc, il faut qu'elle soit légère. Et puis, évidemment, il faut qu'elle soit abordable. Parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui, c'est que la majorité des Français ne peuvent pas se payer des voitures électriques au prix auquel elles sortent en France et même ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la moitié des bonus écologiques partent dans des Dacia, qui sont le véhicule électrique le moins cher du marché, qui est fabriqué en Chine. C'est le seul véhicule Renault qui est fabriqué en Chine. Donc, on a un vrai sujet d'adéquation de la politique sociale et environnementale sur ce sujet-là. Donc, nous, on n'est pas contre les gigafactories. Ce qui nous hérisse le poil, c'est qu'ils se cachent, comme d'habitude, derrière des exemples qui les mettent en avant. Et ils oublient de parler vraiment du secteur automobile dans son entier. Quand on regarde le secteur automobile dans son entier, la réalité, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus triste. C'est-à-dire que depuis les années 2000, on a perdu 1/3 des emplois dans l'automobile en France. Et là, les projections, en fait, les usines existantes continuent de supprimer des emplois. Elles sont même certaines au chômage partiel, quasiment 1 semaine sur 2, parce que justement, les constructeurs français décident de faire du moyenne gamme ou du haut de gamme qui ne se vend pas, parce qu'ils étaient plutôt sur un secteur pour les classes populaires à la base. Donc, par exemple, la Mégane électrique ne se vend pas, la Zoé ne se vend plus. Donc, on a des salariés de ces usines-là qui fabriquent des voitures électriques qui sont
excessivement inquiets pour leur avenir. C'est le cas chez moi à Cléon, l'usine Renault qui fait les moteurs. Et donc, si on observe le même rythme, si on continue sur le même rythme de suppression d'emplois dans les usines existantes, on pourrait finir par perdre 70 000 emplois dans la décennie. Ça, c'est la réalité sociale du secteur. Donc, ils se cachent derrière 3 usines, 3 gigafactories à Dunkerque et ils oublient de parler des stratégies des constructeurs. En fait, Renault et Stellantis ne sont pas du tout d'accord aujourd'hui pour réorienter leur production vers des véhicules légers et moins chers. Ils ne veulent pas ça. Eux, ils veulent continuer à générer de plus en plus de marge et de plus en plus de profit. Et là-dessus, pour l'instant, on n'a aucune réponse sur ce que le gouvernement compte faire pour faire, baisser le prix des voitures électriques made in France et les faire écologiques, donc plus légères. Il n'y a rien. Et on sait qu'ils envisagent de réorienter le bonus dans le projet de loi, dans le budget 2024, mais on n'est pas sûr du tout. Et en fait, ils nous disent oui, mais on est en négociation avec l'Allemagne, peut-être que oui, peut-être que non. Et nous, on a peur qu'ils se couchent encore une fois, comme ils l'ont fait depuis 10 ans sur le sujet, quoi. Se coucher donc devant les multinationales, en fait. Devant les multinationales et aussi au niveau européen devant les intérêts d'autres nations. C'est-à-dire que l'Allemagne, par exemple, refuse qu'on taxe les importations de voitures chinoises, par exemple. Pourquoi ? Parce que eux, au contraire, leur marché est davantage haut de gamme, leur production, et ce qu'ils veulent, c'est pouvoir exporter des voitures haut de gamme à l'international, y compris en Chine. Donc en fait, par exemple, l'Allemagne a été un de nos pires ennemis sur le secteur automobile, puisqu'ils avaient une stratégie industrielle complètement différente de la nôtre. Et en fait, ils nous empêchent de protéger notre industrie automobile depuis 10 ans. Ils ont aussi préféré miser sur les particules fines plutôt que sur le climat. Et ils ont aussi saboté la réglementation sur le climat en favorisant en fait les véhicules plus lourds, ce qui est contraire au changement climatique. Et là, pareil, la filière française s'est fait avoir. Et on voit aussi sur le sujet, là, je vais faire un grand écart, mais parler d'un sujet plus large, c'est le sujet de l'énergie. Vous savez qu'en ce moment, on est en train de démanteler le monopole d'EDF, de sortir des tarifs réglementés de vente de l'électricité. Pour les entreprises, c'est déjà fait, mais là, on le voit aussi pour les particuliers. Et ça, c'est aussi fait sous la pression de l'Allemagne. C'est aussi fait parce que l'Allemagne, elle, peut se permettre de subventionner ses industries à coût d'argent public. Elle a mis 200 milliards dans son bouclier tarifaire l'année dernière. Nous, on a plus de problèmes de dette. Nous, on avait un avantage compétitif qui s'appelait EDF. Et donc là, pareil, le marché européen est fait d'une telle façon que là encore, les intérêts de la France sont vraiment, vraiment niés. Et on attend du gouvernement qu'il assume ce qu'il dit en France au niveau européen, ce qu'il ne fait pas du tout, en fait. Il se cache derrière l'Europe, mais au final, il ne nous défend pas nos intérêts dans les réformes qui arrivent. Il y a une autre tendance aussi chez l'exécutif, c'est vraiment de miser sur l'investissement étranger. Vous écrivez d'ailleurs, Emmanuel Macron confond les intérêts du CAC 40 avec la réindustrialisation du pays. Ils ont déjà promis une dizaine de milliards d'euros d'investissement étranger. D'ailleurs, l'usine à Dunkerque est concernée par un investissement étranger. Ce que je disais tout à l'heure, avec le risque de venir, de prendre et de repartir, on l'a vu ces 20 dernières années, dans l'automobile notamment aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup cette petite phrase ? En fait, c'est vraiment... Mais Sarkozy avait commencé à faire ça pour essayer de sortir de la crise de 2008. En fait, leur stratégie, c'est, encore une fois, tout et tout et tout pour les grands groupes, et c'est un puits sans fond. C'est-à-dire qu'ils ont quand même mis 100 milliards déjà pendant le Covid pour le plan de relance. 100 milliards. Même la Cour des comptes dit, en fait, cette politique, elle est vraiment inefficace, il faut l'arrêter tout de suite parce qu'il n'y a aucun contrôle des effets réels sur la décarbonation, sur comment utiliser l'argent, si ça crée des emplois, etc. C'est vraiment, on arrose tout le monde sans aucune contrepartie. Ils ont continué avec la suppression des impôts de production, les 16 milliards par an d'impôts de production qu'on nous fait payer avec la réforme des retraites. Là, pareil, ils les ont supprimés pour tous les secteurs industriels confondus, mais aussi pour la finance, pour Total Energy, pour BNP Paribas, pour la publicité, enfin pour tout le monde. Et là, maintenant, ils reviennent et ils disent « Ah, on va conditionner, maintenant qu'il n'y a plus rien à conditionner ». C'est ça qu'on parle, en fait. Ils ont déjà, le CICE, c'est déjà devenu une baisse de charge pérenne, pas conditionnable. Les impôts de production sont déjà supprimés, pas conditionnables. Donc, en fait, finalement, alors que ça fait 6 ans qu'on leur demande de faire ça, que les ONG leur demandent de faire ça, que les syndicats leur demandent de faire ça, ils ont beau jeu d'arriver et dire « Ah, maintenant, on va conditionner », alors qu'il ne reste quasiment plus rien à conditionner. Ça, c'est la première chose. Et pour vous donner l'exemple, effectivement, vous parliez des entreprises qui partent avec l'argent public. J'ai parlé de Sanofi. Un autre exemple qui, je pense, vraiment va permettre de bien comprendre. On avait la dernière usine de masques qui fabriquait des masques en France, qui pouvait fabriquer jusqu'à 5 millions de masques par semaine. Elle a fermé en 2018. Elle a été délocalisée en Tunisie par l'actionnaire américain Honeywell qui l'avait rachetée. Et non seulement ils avaient bénéficié des subventions publiques, du CICE, d'à peu près beaucoup de choses pour cette usine, mais ils sont partis déjà en licenciant une centaine de personnes, mais en détruisant les machines qui servaient à produire des masques. Vous imaginez, 1 an après, ce qu'on aurait fait avec ces machines au moment du Covid. Enfin, là, vraiment, c'est très concret. Et des cas comme ça, on en voit tout le temps. Et effectivement, je vais donner un dernier exemple.
depuis 1995, en fait, on a perdu la moitié des entreprises qui étaient contrôlées en majorité par l'État. On a perdu une moitié de ces entreprises. On est passé de 2600 à 1500 et quelques. Et on a perdu 2 tiers des emplois dans ces industries. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand les industries passent sous contrôle étranger, quand c'est des très grands groupes qui viennent et qui investissent, ils n'ont pas forcément nos intérêts à cœur et ils suppriment des emplois, voire ils délocalisent et ils détruisent des machines. Donc ça ne peut pas suffire, en fait, cette stratégie-là. Pourquoi pas avoir des investisseurs étrangers? On a besoin de capital, mais il faut qu'il y ait des conditionnalités et il faut qu'on se protège. Typiquement, j'ai proposé aussi un amendement pour interdire de détruire les machines quand un investisseur s'en va. Ils ont refusé. Malgré l'exemple des usines de masques, ils ont refusé. C'est-à-dire que même dans des secteurs stratégiques comme la santé, ils n'ont toujours pas changé de logique. Ils préfèrent qu'on détruise des chaînes entières pour produire des masques ou des médicaments, alors qu'aujourd'hui, le nombre de pénuries de médicaments a explosé, plutôt que de se fâcher ou de faire peur aux investisseurs étrangers. C'est là où on a un vrai problème de logique, parce qu'en fait, les demandes des grands groupes sont des puits sans fond, en fait. Et vous aurez beau vous mettre à quatre pattes, après à plat ventre, ça suffira jamais, et ils trouveront toujours un plus offrant ailleurs, et ils pourront toujours vous la faire à l'envers, quoi. Justement, la stratégie de l'exécutif, c'est vraiment de continuer sur l'aspect investissement étranger, sur la compétitivité coût et d'être toujours les moins chers. On veut vous attirer. Ils sont vraiment campés sur cette position avec réduire les taxes, réduire le coût du travail aussi. Et Bruno Le Maire, dans l'Assemblée cette semaine, a dit d'ailleurs à une de vos collègues de la France Insoumise, Sophia Chikirou, vous faites peur, nous rassurons. On va regarder un extrait. Votre politique, celle que vous proposez, Madame Chikirou, est un repoussoir. La nôtre attire les investisseurs. Vous faites peur, nous rassurons. Voilà toute la différence entre nos politiques. Vous nous dites que la politique industrielle française a mené à un effondrement de l'industrie de 24 à 11%. C'est vrai. Mais c'est le produit de cette même politique qui a été adoptée depuis plusieurs décennies, singulièrement depuis 1981. Plus de taxes, plus d'impôts, moins de richesses, moins de salariés, moins d'usines, moins de travailleurs, moins d'ouvriers. Alors ça arrive très souvent qu'on vous pointe cette critique, d'être toujours dans l'opposition, de ne pas être pragmatique, de ne pas regarder les faits, etc. Qu'est-ce que vous répondez là à Bruno Le Maire? Je réponds déjà que lui, ça fait quand même une dizaine d'années qu'il est aux affaires, en fait, Bruno Le Maire. Donc il ne peut pas dire, parce qu'il y a trois investisseurs étrangers qui acceptent de créer des méga factories à Dunkerque, il ne peut pas se débarrasser de son bilan en tant qu'élite politique et au gouvernement et dans plusieurs gouvernements successifs depuis une dizaine d'années. Je trouve que c'est quand même très, 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 très gonflé. En réalité, on le voit, en fait, les faits nous donnent raison, les chiffres nous donnent raison. Eux, ce qu'ils font, c'est se cacher derrière des anecdotes. D'ailleurs, ils nous refusent aussi des objectifs de relocalisation. Ça, on a passé une journée entière à débattre de ça. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils refusent des indicateurs, des objectifs? Parce que du coup, ils peuvent continuer à se balader à la télé, à parler des gigafactories, à raconter à peu près n'importe quoi. Et les journalistes n'ont pas les données chiffrées pour arriver à suivre ce qu'ils racontent et si c'est vrai. Mais en réalité, les chiffres qu'on avance sont réels. La production industrielle manufacturière, donc en dehors de la chimie et des matières premières, qui sont en fait les seuls secteurs qui restent vraiment en France, a baissé depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Donc ça, c'est un fait. Quand on prend les données INSEE, on voit que les grands groupes, effectivement, détruisent des emplois, alors que ceux qui créent de l'emploi en France sont les PME. Et pourtant, les grands groupes payent moins d'impôts que les PME, parce qu'ils arrivent avec les crédits d'impôt, avec l'optimisation fiscale, etc., à en payer moins. Et donc, du coup, toute leur logique de dire nous devons attirer les grands investisseurs, les grands groupes, etc., n'a fait que se retourner contre nous depuis 30 ans, en fait. Et on le voit. Et donc encore une fois, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est eux c'est leur logique qui est au pouvoir depuis 30 ans, c'est pas la nôtre. C'est pas la nôtre. Et ils n'ont fait que démanteler progressivement les règles, les impôts, etc. Et ça n'a donné rien, parce que comme j'ai dit, c'est un puits sans fond. Je vous donnerai l'exemple, c'est l'exemple du secteur du ciment. Je ne sais pas si vous savez, mais en fait, l'Union européenne, on a laissé aussi l'Union européenne gérer la décarbonation des industries depuis 10 ans, donc avec le marché carbone. Donc, les secteurs industriels européens se plaignaient d'un déficit de compétitivité et demandaient des quotas gratuits. Ils les ont obtenus, des quotas de CO2 gratuits, jusqu'en 2021, ils en avaient. Donc, ça n'avait aucun effet sur le climat. Comme je l'ai dit, leurs émissions, elles stagnent depuis 10 ans, il ne se passe rien. Est-ce que ça les a empêchés de délocaliser? Non. Il y a 7 fours de cimenterie qui avaient bénéficié de quotas gratuits qui ont fermé en France ces 10 dernières années. C'est ça la réalité. Donc, encore une fois, quand on voit les faits, les chiffres, on voit que c'est une grande arnaque et qui participent à cette arnaque, et pas parce qu'ils sont bêtes, parce que aussi eux-mêmes
font souvent des allers-retours entre le privé et le public et qu'il y a une collusion d'intérêts entre ces grands groupes et l'État qui font qu'ils vont continuer à répéter ce discours alors qu'ils savent très bien dans la réalité que c'est faux. Je donnerai un exemple, Bruno Le Maire, quand vous lui parlez en off de ce qu'il pense de Stellantis et de son rapport, il va vous dire Stellantis, ils sont horribles, pour 30 centimes, ils sont prêts à délocaliser en République tchèque. Mais face à l'hémicycle, face aux journalistes, il dira que tout va bien, que les négociations sont fructueuses, qu'il suffit de se comprendre, qu'il suffit de pas faire peur, alors que il sait très bien que c'est faux. C'est vrai que nous, aux médias, on avait montré qu'il y avait certaines tendances qui étaient factuelles, pour le coup, que les aides, parce qu'on parle beaucoup des impôts qui sont qui tabassent les entreprises, mais on parle très peu des aides publiques qui les nourrissent énormément et qui peuvent du coup contrebalancer. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des entreprises qui viennent en France, qu'il y a beaucoup d'aides publiques. Et le taux d'imposition effectif en France, c'est pour ça qu'il y a une telle différence entre PME et grands groupes. Et c'est pour ça qu'ils ont créé un fossé énorme entre les grands acteurs et les petits. Et c'est pour ça qu'a raison, les PME en France disent on est trop taxés, on n'arrive pas à s'en sortir. Mais donc, eux, ils regardent les taxes, ils regardent pas qu'en fait, les grands groupes, eux, arrivent à en payer moins grâce au crédit d'impôt. Et l'OCDE le dit, le taux d'imposition sur les entreprises, en fait, en France, est moindre que dans d'autres pays d'Europe, justement parce que, même s'il est plus élevé fiscalement, les crédits d'impôt sont tellement énormes, 200 milliards par an, que ça compense. Et au final, on n'est pas du tout l'enfer fiscal pour les grandes entreprises qui prétendent que l'on est, quoi. Puis il y avait d'autres faits qui, pour le coup, vous donnent raison. C'était France Stratégie qui avait bien montré que le CICE, etc., n'avait pas du tout aidé à créer des emplois. Ou encore Marianne qui avait fait le compte que les groupes du CAC 40 entre 2008 et 2018 ont réduit de 150 000 personnes le nombre de leurs salariés en France. Dans le même temps, les mêmes parviennent à augmenter de 4% leurs effectifs dans le monde entier et de 52% dans les pays émergents, donc soit 466 000 salariés. C'est ce que je vous disais, c'est ce que donne l'INSEE aussi sur 10 ans. C'est en tout 245 000 emplois détruits par les grands groupes et 275 000 emplois créés par les PME. Donc en fait, encore une fois, si on arrive à créer de l'emploi dans ce pays, c'est pas du tout à cause de ceux qu'on met constamment en avant, comme les grands pourvoyeurs d'emploi. Je vois qu'on a ces débats dans les médias, on vous dit Bernard Arnault, il fait vivre les Français, Bernard Arnault. On oublie de parler Total, qui s'est fait un fric monstrueux et qui a pas cessé de fermer des raffineries depuis 10 ans, mettant les gens au chômage après leur avoir filé des maladies, parce que c'est ça une raffinerie. Et effectivement, et en fait, quand on prend du recul, on regarde les chiffres, les données brutes, factuelles, en fait, effectivement, ça nous donne raison. Il y a Emmanuel Macron qui mise vraiment sur la compétitivité de notre industrie. On va l'écouter. Aussi avoir une industrie compétitive. Nous allons donc tenir la ligne des baisses d'impôts, confirmer la baisse de la CVAE, offrir de la visibilité aux industriels pour qu'ils bénéficient d'une électricité décarbonée à des prix compétitifs. Et ça s'appuie sur des politiques ciblées d'aide quand il y a des envolées à très court terme, ce qu'on a assumé, une politique de réforme du marché européen qui est indispensable parce qu'elle va permettre d'éviter la volatilité. Parce que compte tenu de notre structure de production et de nos coûts de production, il n'y a aucune raison qu'on ait de la volatilité, nous, en France. Et donc la réforme du marché de l'électricité européen nous permettra de réduire la volatilité des prix et de les rapprocher des coûts de production et de notre mix électrique. Simplement, il faut faire le pont jusqu'à début d'année prochaine quand elle rentrera en vigueur. Et c'est le déploiement de notre stratégie propre qui est de continuer d'avoir de la production souveraine décarbonée, nucléaire et renouvelable. Alors, qu'est-ce que vous pensez des propositions qu'on vient d'entendre ? Alors, c'est intéressant parce que là, il parle du vrai sujet maintenant pour l'industrie, c'est le sujet de l'énergie. Et alors, ce qu'il raconte est vraiment absolument l'inverse de ce qu'ils ont fait, de ce qui est en train de se passer. Donc, c'est hilarant. Mais franchement, honnêtement, ça devient vraiment fatigant d'avoir un président qui est à ce point-là double face et qui est à ce point-là capable de dire des choses et de faire l'inverse dans le dos des Français. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'énergie ? Donc, il dit on a fait des aides ponctuelles. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais en fait, en dehors des TPE, que ce soit les TPE qui consommaient beaucoup comme les boulangers ou les PME industrielles ou même les entreprises de taille intermédiaire, ils se sont retrouvés dans une situation absolument catastrophique. Les faillites, elles ont augmenté d'environ 40% depuis un an, notamment dans l'agroalimentaire, 86%. C'est aussi ça qui a contribué beaucoup à l'inflation au supermarché. Il y a les grands groupes d'une part qui s'en sont mis plein les poches, mais il y a aussi des PME industrielles qui n'avaient pas vraiment le choix que de répercuter le coût de l'énergie sur leurs factures. Et du coup, non, nous, on était en lien avec toutes les fédérations de PME industrielles et toutes disaient que la situation était quand même très critique dans certains secteurs.
On a peur pour certaines industries qui sont des bastions du Made in France, textile notamment, qu'elles ferment, en fait, qu'elles passent pas l'année. On parle de factures qui ont augmenté x5, x10, mais vraiment des trucs qui sont insoutenables. Et ils n'ont rien fait, c'est-à-dire qu'ils ont fait un espèce d'amortisseur électricité qui ne marchait pas, qui prenait en charge à peine 10%, voire 20% dans le meilleur des cas des factures, mais des factures qui avaient augmenté x5, vous voyez que c'est pas tenable. Ils ont refusé notre proposition de retourner au tarif réglementé de vente de l'électricité pour les entreprises. On l'a fait voter contre leur avis à l'Assemblée nationale par 2 fois. Là, maintenant, la proposition est bloquée au Sénat. Donc, je remercie les sénateurs de ne pas faire avancer le dossier. Je vais le dire clairement. Parce qu'on l'a bloqué pour les PME, pour les collectivités, pour les bailleurs sociaux. Enfin, c'était le moment. Et eux, ils ont essayé de tout faire pour saboter la discussion en nous promettant que la réforme du marché européen allait bien se passer. Sauf qu'elle se passe très très mal. Elle se passe très très mal. Comme j'ai dit, ça acte qu'on va supprimer le blocage des prix de l'électricité, que chacun va être en négociation pour fixer en fait sa facture d'électricité. Donc évidemment, quand vous êtes un grand groupe, vous avez plus de marge de négociation sur les fournisseurs d'électricité que si vous êtes une PME industrielle. Les PME industrielles, elles sont terrifiées par cette réforme parce qu'elles n'auront jamais le pouvoir de négociation des grands groupes et ça va encore aggraver la distorsion de concurrence dont je parlais tout à l'heure sur la fiscalité. Et en plus, il dit que notre industrie va être compétitive grâce à ça, mais en fait, comme je le disais tout à l'heure, il oublie que l'Allemagne, elle, va arroser d'argent public son secteur industriel, alors que nous, on pouvait avoir une énergie moins chère grâce au monopole d'EDF et au tarif réglementé. EDF produit encore 80% de l'électricité en France. Enfin, je veux dire, si on voulait faire un monopole nationalisé et faire le blocage des prix, on pourrait. C'est ce qu'on faisait depuis 50 ans, ça marchait très bien. C'est depuis que l'Union européenne s'obstine à casser EDF qu'on est dans cette situation, nous, en France. Enfin, il faut être très, très clair là-dessus. Et donc, nous, notre avantage compétitif était celui-là, et ils le détruisent. Et on n'a pas du tout le même argent public à mettre dans des subventions que l'Allemagne. Donc, ils savent qu'on est perdant. Pareil pour les États-Unis, qui vont subventionner massivement leur industrie, et on ne va pas pouvoir faire pareil. Donc là, vraiment, c'est vraiment l'inverse de ce qu'ils disent, c'est qu'on est les dindons de la farce et on risque vraiment de perdre encore en compétitivité internationale avec les grandes nations qui s'opposent à nous. Il a mis aussi en avant pour la compétitivité la réforme des retraites, le fait qu'on va travailler plus, le fait que notre droit du travail est aujourd'hui plus souple. C'est ça aussi qu'il a mis en avant dans le terme compétitivité. Il y a tout de même des propositions concrètes, pour faire un peu l'avocat du diable, comme par exemple que les batteries faites ailleurs qu'en Europe ne seront pas soutenues. On parlait de la Dacia tout à l'heure. Ouais. Il n'y aura plus de bonus automobile pour une voiture avec batterie produite en Chine, par exemple, ou encore la dépollution des friches industrielles. Ça peut être des bonnes propositions. Ouais. Alors, justement, nous, ce qu'on disait, c'est que sur le bonus écologique, sur le fait de le réserver aux voitures made in France ou made in Europe, on préférerait made in France, mais voilà. Nous, on n'est pas contre, on est pour. Il y a aucun sujet. Par contre, je doute qu'on en arrive vraiment là. J'ai dit, attendons l'automne et voyons ce qu'il y a vraiment dans le budget de l'État, parce que ça, ce sera dans le budget de l'État. Moi, franchement, je suis comme Saint-Thomas maintenant avec eux. Tant que j'ai pas vu, je crois à rien de ce qu'ils disent, parce que honnêtement, on a été tellement déçus à tellement de reprises que j'attends. Mais nous, on serait favorable à ça. Il y a aucun sujet. La question, c'est que c'est que la moitié du chemin. Comme j'ai dit, il faut aussi que les véhicules qu'on fabrique en France, ils soient écolos. Il faut qu'ils soient plus légers. Donc là, on n'a pas vraiment de garantie qu'ils vont réorienter les aides sur des véhicules suffisamment légers. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que les Français puissent se les payer. Parce que si les gens s'achètent des Dacia avec le bonus écologique, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter autre chose. Enfin, on va être très clair. Et avec les zones à faible émission, on a forcé une grosse partie des classes moyennes et certaines classes populaires à se racheter un véhicule de force. Et donc, quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Et donc, le risque qu'on a, si on n'agit pas, si on ne force pas les constructeurs ou on ne les convainc pas de baisser les prix, c'est qu'on va se retrouver encore une fois avec des voitures made in France, certes, mais qui ne seront toujours pas vendues. Et donc, on ne pourra plus acheter non plus des voitures chinoises, mais ça ne fera pas qu'on achètera pour autant les voitures faites en France. Est-ce que dans ce projet de loi, vraiment, tout est à jeter ? Je voyais Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, mettre énormément en avant, par exemple, le recyclage des matériaux de base pour quelques grands groupes. Non, mais enfin, tout n'est pas à jeter, mais franchement, le remède est pire que le mal. Comme j'ai dit, accélérer les implantations industrielles de façon indiscriminée, quel que soit le secteur, c'est pas bien. Ne pas conditionner les aides et les accélérations de procédures au fait que l'entreprise ait démontré qu'elle réduisait ses émissions de gaz à effet de serre, c'est pas bien.
ne pas fermer les marchés publics, la commande publique, aux entreprises qui ne réduisent pas suffisamment leurs émissions de gaz à effet de serre, c'est pas bien. Enfin là, c'est plein d'occasions ratées. Ne pas parler de l'adaptation des sites Seveso aux inondations, c'est nul. Pareil pour la santé. En fait, c'est le seul projet qu'on va avoir sur l'industrie en 4 ans, probablement. 4 ans qui nous restent. Donc non, en fait, pour nous, c'est vraiment une cata. C'est une cata. Et il y a des choses qui sont franchement délétères, quoi. C'est ce fait de réserver, de pouvoir accélérer de façon indiscriminée toutes sortes de projets, ça c'est vraiment mauvais. Donc nous on s'oppose à ça. Et après voilà, il y a quelques micros avancées et le fonds friche, le fait de reconvertir les friches, c'est une très bonne chose. Rappelons quand même que les 1 milliard, c'est pas de l'argent nouveau. Il y avait déjà 500 millions dans le fonds friche depuis le plan de relance. C'est de l'argent recyclé du plan de relance qui vous emballe dans un beau papier cadeau et les sommes vont pas du tout suffire. Donc c'est déjà une première étape. Nous, ce qu'on va demander dans le budget, c'est vraiment une augmentation beaucoup plus importante parce qu'on doit cesser d'artificialiser les sols. On a énormément de friches à recycler, à dépolluer. Et donc, c'est le moment d'accélérer pour plus que les élus locaux bétonnent des champs pour implanter des usines alors qu'ils pourraient le faire sur des terrains bâtis déjà. Vous dites les aides ne sont pas conditionnées, des choses comme ça. C'est pour eux, ils promettent l'inverse, de soutenir des industries dites vertes. Après, le problème, c'est qu'on n'a peut-être pas la définition de ce qu'est une industrie verte. Alors, déjà, voilà, moi, je me méfie parce qu'ils nous ont montré qu'ils ne voulaient rien définir du tout dans ce projet de loi-là. Sur les aides, sur les crédits d'impôt à venir, ils ont annoncé 5 secteurs. Là, ok, c'est pareil. Nous, on n'a pas de sujet à ce que l'État soit soutenant avec les éoliennes, avec les pompes à chaleur, avec l'hydrogène dans une certaine mesure, si on ne vend pas le rêve qu'on va tous rouler avec des bagnoles à hydrogène, parce que c'est impossible physiquement. Enfin, on n'aura jamais assez d'électricité pour faire assez d'hydrogène pour ces voitures-là. Donc, nous, ça ne nous pose pas de problème. Non, ce qu'on critique, c'est que, encore une fois, ils ont supprimé les grosses mannes financières, c'est-à-dire ils ont déjà supprimé les impôts de production, le plan de relance s'est déjà passé, ils nous disent pas ce qu'ils vont faire des 60 milliards de crédits restants à décaisser. En fait, tout ce qu'ils pouvaient vraiment conditionner, le CICE, c'est déjà pérennisé. Il nous reste le crédit d'impôt recherche. On ne sait toujours pas s'ils envisagent de le conditionner ou pas. Nous, ce qu'on dit, c'est que ça va pas du tout assez loin. C'est maintenant, ils font les malins. Ils disent, ah oui, on va conditionner les aides enfin. Ils ont dépensé un pognon de dingue sans aucune contrepartie, et maintenant ils arrivent et disent on a changé d'idée, alors qu'il reste quasiment plus rien à dépenser. Et encore une fois, les 2 milliards de crédits d'impôt par an pour les secteurs de la transition écologique, franchement, c'est peu. Enfin, c'est peu par rapport aux enjeux. Ils auraient dû avoir une approche beaucoup plus ciblée sur les impôts de production, par exemple. Et vous, donc, vous proposez un contre-projet, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Alors, le contre-projet, vu qu'en plus, le 3/4 de nos amendements étaient irrecevables, il a bien fallu qu'on puisse articuler une vision ailleurs que dans l'hémicycle, parce que c'est aussi un problème, c'est qu'aujourd'hui, en France, le Parlement, franchement, notre pouvoir est réduit à peau de chagrin, quoi. Et donc, du coup, nous, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Enfin, notre projet, il s'articule sur 2 visions qui sont radicalement opposées aux leurs. C'est déjà qu'on ne va pas pouvoir tout faire. D'un point de vue climatique et énergétique, on est limité. C'est-à-dire qu'on est pour la relocalisation, mais de secteurs qu'on définit comme stratégiques, c'est-à-dire la santé, les médicaments, c'est essentiel. Enfin, là, on est passé de 400 pénuries de médicaments en 2016 à 3700 en 2022. Enfin, là, ça devient vraiment chaud. Moi, j'ai des citoyens qui m'écrivent pour me dire j'ai pas trouvé mon médicament, j'ai un lupus en pharmacie, je sais pas quoi faire. Enfin, ça devient le quotidien des Français, ça devient vraiment flippant. Donc, évidemment, santé, automobile, c'est un secteur vraiment clé. Électronique, dans une certaine mesure, parce qu'on peut pas s'en passer, même si on aimerait bien. Parce que voilà, ça fait partie de toutes les technologies dont on a besoin. Donc, nous, on n'est pas du tout hostile à la relocalisation. Au contraire, on veut, parce que plus on sera résilient, moins on sera vulnérable à la spéculation. Parce que quand on importe, dans une situation de tension entre offre et demande, c'est les marchés qui vous font payer très très cher votre vulnérabilité. C'est ça qui s'est passé avec l'énergie, avec d'autres produits. Donc nous, on est pour ça, mais par contre, on ne peut pas tout faire. Et il faut choisir. Pourquoi ? Parce que déjà, on doit aussi en même temps réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et franchement, c'est pas de la tarte. Enfin, l'État, le gouvernement qui se refuse de choisir et de conditionner quoi que ce soit, est incapable de respecter l'accord de Paris. Il a été condamné 2 fois. Le secteur industriel, dans son ensemble, la seule fois où ils ont respecté leur trajectoire, c'était pendant le Covid. Donc, c'était pendant qu'ils arrêtaient de produire. Enfin, il n'y a pas de décarbonation dans l'industrie. Et il y a aussi la question de l'électricité. Parce que pour décarboner, il faut faire... En fait, en gros, quand on dit décarboner l'industrie, c'est faire passer de la consommation de gaz à de la consommation d'électricité. En grande majorité, c'est ça qui se joue. Donc, il faut beaucoup d'électricité. J'ai un site chez moi qui s'appelle Borealis, qui produit des engrais à partir de gaz. Pour remplacer ce gaz-là par de l'hydrogène,
il faudrait 1/3 de réacteurs nucléaires en plus. C'est un site industriel. Bon, il est très gros, ok, mais ça vous donne les ordres de grandeur. Donc, quand vous savez ça, et moi, je suis pour qu'on décarbone ce site, les engrais, même si ça pollue, c'est quand même stratégique. Vaut mieux les fabriquer chez soi que les importer tant qu'on en a besoin. Mais on ne va pas pouvoir tout faire. Parce que non seulement il y a le climat, mais en plus, on risque d'avoir des coupures d'électricité. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui dit qu'en fait, d'ici 10 ans, la situation va devenir tendue. Parce que si on accélère trop sur la décarbonation, mais qu'on n'a pas développé les économies d'énergie et les énergies renouvelables en attendant, vu qu'on n'aura pas de nouveaux réacteurs nucléaires avant 2040, on va se retrouver dans une situation très compliquée. Donc ça, c'est la première chose. Première logique pour nous, c'est prioriser, planifier, prioriser. Et la deuxième logique, c'est protéger, le protectionnisme. Parce que tout ce qu'on a dit là depuis le début de l'interview, c'est que cette logique de toujours être incitatif, de toujours offrir plus aux grands groupes, ça marcherait si on était les seuls à le faire. Le problème, c'est que l'ensemble des pays du monde sont engagés dans cette compétition. Et donc, rien n'empêche votre voisin, comme c'est le cas, comme je disais, avec l'Allemagne ou avec les États-Unis, de faire plus que vous, de plus de cadeaux encore que vous. Et c'est comme ça depuis les années 80. On voit qu'il n'y a pas de fond. Et donc, à un moment donné, dans un secteur notamment fragile, difficile, avec une grosse compétition internationale, comme les médicaments, 80% des molécules chimiques sont produites en Chine et en Inde, le textile, l'électronique, vous ne pouvez pas relocaliser sans protectionnisme. Sans tarifs douaniers, sans taxe carbone aux importations, sans limitation quota sur les importations, vous n'y arrivez pas. Je prends l'exemple du textile. Le différentiel de coûts de production entre le Bangladesh et la France est tellement énorme et les prix sont de plus en plus cassés. Enfin, là, on a importé 42 vêtements par habitant en France cette année. Enfin, même si vous mettez 2 milliards dans le secteur textile en France pour fabriquer des usines, acheter des machines, mais vous allez vous faire... Elles ne tiendront pas 2 ans. La nouvelle plateforme de e-commerce qui débarque après Chine, après une autre, elle vous ravage une usine en 6 mois parce qu'il n'y a pas d'encadrement. Et donc voilà, donc c'est nos deux piliers, en fait, prioriser parce que l'écologie et planifier pour la relocalisation. Et est-ce que ces piliers sont compatibles avec l'emploi? Parce que quand on s'intéresse au secteur de l'industrie, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ouvriers dans l'industrie qui ont peur pour leur emploi et qui disent « j'ai peur de l'écologie parce que j'ai l'impression que ça va détruire mon emploi ». Ouais. Alors ça, c'est terrible parce que ça, c'est vraiment l'argument des grands groupes et des médias. Et des médias qui ont foncé dedans depuis 10 ans. Moi, je me souviens de plateaux sur LCI où c'était écologie versus emploi, faut-il choisir, hein. C'était ça, le bandeau. Et en fait, parce que j'étais dans une ONG avant et donc je travaillais sur ces questions-là. Et c'était vraiment le discours ambiant, c'était de dresser l'écologie et l'emploi face à face, comme si, en fait, l'écologie va aller forcément détruire de l'emploi. Alors déjà, en solde net, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a des reconversions à faire, mais le bilan final d'une transition écologique réussie est positif en emploi, même si c'est pas forcément extrêmement... On double pas le nombre d'emplois en France, parce qu'on va devoir réduire des activités. Mais c'est quand même positif, ça vaut le coup de le dire quand même. Et ensuite, on entend ça, alors qu'en fait, il y a plein de secteurs qui se sont servis de l'écologie pour détruire des emplois en France, mais en fait pour délocaliser. L'automobile, les raffineries. On n'a pas cessé de consommer de l'essence en France. Total s'est caché derrière l'écologie pour fermer des raffineries en France et pour les implanter au Moyen-Orient. La réalité, c'est ça. Et ils ont encore des projets qui sont complètement incompatibles avec l'accord de Paris. On a perdu 30 000 emplois dans les raffineries en France. Est-ce qu'on a réduit les émissions de l'essence dans les voitures? Non, c'est les seules émissions qui continuent d'augmenter. Donc là, on a un vrai sujet. Donc, c'est des fake news, en fait. Et sur l'électrique, c'est terrible. Sur la voiture électrique, c'est horrible parce qu'ils ont déjà perdu 1/3 de leurs emplois alors qu'on n'a même pas vraiment commencé la transition vers les véhicules électriques qui va poser vraiment des sujets sur l'emploi. Mais donc, en fait, ils nous ont saboté toutes les chances de faire une transition écologique et sociale réussie. Mais moi, je pense au contraire que ça peut être une arme. Ça peut être une arme à partir du moment où on est protectionniste. C'est-à-dire que la voiture électrique, c'est mauvais pour l'emploi. Si vous laissez les constructeurs dire, en fait, moi, je veux gagner plein d'argent sur la production de voitures et donc tout ce qui est pas trop cher, je vais le faire ailleurs et je vais faire que du haut de gamme en France. C'est ce qui se passe déjà. Si vous laissez faire ça, c'est sûr que passer à l'électrique, ça va détruire les emplois en France. Si par contre, vous dites non, on doit produire en France des véhicules légers accessibles à tous, là, vous réévrez des lignes de production et vous maintenez les emplois à minima, voire vous en créez d'autres. Donc, mais c'est pour ça qu'il faut du protectionnisme. Au contraire, c'est le protectionnisme qui permet de faire rimer écologie et social.
Merci beaucoup. Merci. Dufour d'avoir fait le tour de la question avec nous. Donc, je rappelle, vous êtes député LFI NUPS et chef de file sur ces questions-là. Donc, vous travaillez en ce moment à l'Assemblée sur ce projet de loi. Et merci à vous d'avoir suivi cet entretien d'actu qui entre dans notre programmation d'été. Comme à chaque fin de saison, nous réduisons quelque peu la voilure avec notamment la mise en pause de nos directs. Mais l'actualité ne s'arrête pas. Alors, nous non plus, nous continuons à vous fournir dans ces moments importants nos reportages, enquêtes, entretiens, plateaux d'analyse, de débat et de décryptage au quotidien. Vous le savez, l'intégrité de notre projet éditorial unique dans le paysage audiovisuel français dépend toujours de votre soutien et de vos dons. Si nous voulons survivre à l'été et être prêts pour le grand virage de la saison 7 du média qui nous attend plein de choses, il nous faut mobiliser au moins 100 000 € de dons et on est déjà à 70 000. Alors merci beaucoup. Rendez-vous sur lemediatv.fr/soutien. D'ici là, restez connectés aux médias grâce notamment à la diffusion de nos programmes en 24/7 sur YouTube. Chaque geste compte, alors vos j'aime, partages et pubs autour de vous, c'est également indispensable. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à très vite.